Bonjour à tous, merci beaucoup à tous d'être venus et merci beaucoup aussi à l'université de Cergy de m'inviter à donner cette discussion ce soir. Donc en fait, oui, avec ce titre un peu provoque, on va surtout parler de qu'est-ce qu'on sait en fait des autres planètes, en fait, des autres planètes qui sont en dehors du système solaire, donc les planètes qui sont en dehors du système solaire, qui tournent autour d'autres étoiles, ces planètes qu'on appelle les exoplanètes. Et qu'est-ce qu'on peut dire en fait de l'analyse en fait de ces planètes depuis très très loin, là où nous sommes actuellement. Donc la question de est-ce qu'il y a d'autres mondes, est-ce qu'il y a d'autres planètes, est-ce que la Terre est la seule planète? C'est une question qui est en fait très très ancienne, qui date des tout débuts de l'astronomie. Donc si on se réduit à l'astronomie grecque, de l'Antiquité, on a dès le début en fait donc Platon et Épicure qui s'opposent, avec Platon qui dit que afin donc que notre monde fût semblable en unité à l'animal parfait, l'animal parfait c'est l'autre là-haut là, c'est l'homme. L'auteur n'en a fait ni deux ni un nombre infini, il n'est né que ce ciel unique et il n'en naîtra plus d'autre. Et à l'autre bout, on a Épicure qui dit ce n'est pas le nombre des atomes, c'est celui des mondes qui est infini dans l'univers. Il y a un nombre infini de mondes semblables aux nôtres et un nombre infini de mondes différents. Donc là, voilà, ils avaient déjà dès le début, en fait, est-ce qu'il y en a qu'un seul ou un nombre infini? Voilà. Bon, spoiler, c'est sans doute un peu entre les deux. Un nombre infini, ça paraît beaucoup, mais effectivement, dès le début, il y a cette controverse. Et puis, bon, bah, on continue avec cette discussion qui continue pendant longtemps. Donc, Giordano Bruno, qu'on aime bien en astronomie, parce que c'est un peu notre martyr de l'astronomie à nous, parce qu'il a fini brûlé sur le bûcher pour ses idées. Et donc, lui, il dit qu'il y a un nombre innombrable de soleils et un nombre infini de terres tournant autour de ces soleils, à l'instar des 7 terres que nous voyons tourner autour du soleil qui nous est proche. Donc, les 7 terres, c'est la Terre, la Lune et les 5 planètes connues alors, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et puis, Isaac Newton, qui dit, lui, que et si les étoiles fixes sont les centres de systèmes semblables, ils seraient alors tous construits sur le même concept et sujets à la dénomination de l'1. Donc là, il ne dit pas qu'il n'y en a qu'un seul, en fait. Il dit que, parce que lui, il invente la théorie de la gravitation universelle, du coup, il a envie de faire des modèles qui s'appliquent partout, et il dit, très bien, donc en fait, c'est bien sûr, effectivement, il y en a sans doute d'autres systèmes semblables, mais ils sont tous construits sur le même sujet. Et donc, vous avez des représentations qui datent déjà il y a un moment. Donc ici, c'est Entretien sur la pluralité des mondes de Bernard Leboyer de Fontenelle de 1686. Et vous voyez ici au centre, là, vous avez le Soleil, avec donc les planètes connues. Et puis, en fait, tout autour, en fait, il a lieu des petits systèmes. Vous voyez ici, c'est un Soleil avec 3 planètes différentes. Ici, un système avec une seule. Ici, un système avec 2. Donc, vous voyez qu'on commence à avoir déjà, donc c'est un peu ce que disait Newton, c'est que maintenant qu'on comprend comment notre système marche, maintenant qu'on a compris que le Soleil, c'était une étoile, en fait, autour des autres étoiles, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des systèmes qui soient, des choses qui soient assez similaires aux nôtres. Et là, du coup, c'est une gravure que je trouve très chouette, c'est que du coup, il va même plus loin que dire que les autres. On sait aussi que la plupart des étoiles, enfin une grande partie des étoiles qu'on voit dans le ciel ne sont pas des étoiles simples. Il s'agit d'étoiles doubles, donc 2 étoiles qui tournent autour de l'autre, ou même 3 étoiles qui tournent autour de l'autre. Et donc, dans son Astronomie populaire, qui est un des premiers grands ouvrages de vulgarisation d'astronomie au XIXe siècle, Camille Flammarion donc, représente cette gravure et il dit « Quel peintre pourrait imaginer l'étrange lumière d'un monde illuminé par 4 soleils et 4 lunes ?» Donc là, on est passé d'aller un peu plus loin et d'imaginer maintenant des planètes autour de systèmes multiples. Donc là, c'est assez différent de notre système. Et donc, il imagine donc, avec cette peinture. Et donc, je vous ai ramené, si vous voulez le regarder, donc une édition originale de ce livre de Camille Flammarion avec les jolies gravures en particulier. Si vous voulez le feuilleter à la fin, n'hésitez pas. Voilà. Et bon, plus proche de nous aussi, vous avez peut-être, certains d'entre vous connaissent aussi une planète assez connue dans la pop culture, qui est la planète Tatooine, qui est une planète de George Lucas, là où commence l'action de Star Wars, qui tournait autour de 2 soleils. Voilà, donc là on en était. Et alors, maintenant sautons à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on sait de ces systèmes? Voilà, donc ça c'est aujourd'hui. Donc là j'ai sorti le graphe ce matin. Donc vous avez le nombre de découvertes en fonction de l'année de découverte. Et vous voyez qu'on en est à 6500, plus de 6500 planètes autour d'autres étoiles découvertes. Donc vous voyez que ça augmente relativement exponentiellement.
d'ici la fin de la décennie, on devrait être pas loin de 100 000. Normalement, on le sait, parce qu'il y a des missions qui arrivent, en particulier Gaia, qui est une mission européenne qui va en trouver entre plusieurs dizaines de milliers sans souci. Voilà, donc ça va très vite, ces découvertes-là, et vous voyez que différentes méthodes. Donc, je vais un peu parler un petit peu de ces différentes méthodes, comment est-ce qu'on a trouvé ces planètes, comment est-ce qu'on les trouve, et qu'est-ce qu'il nous reste à trouver autour de ces mondes, comment est-ce qu'on va les analyser, les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Quelque chose qui est important, en fait, c'est que, contrairement au reste de l'astronomie, la découverte d'exoplanètes, c'est pas quelque chose qu'on arrive à vraiment résoudre. On n'arrive pas à voir la surface de ces planètes. En fait, on est trop loin. Donc là, par exemple, je vous ai mis une image de Pluton qui a été prise par la sonde New Horizon, qui est une sonde qui a été envoyée il y a un moment déjà. Cette photo-là, elle doit dater de la fin des années 2010, donc quand la planète est passée à côté. Donc on a vraiment une vraie photo. On arrive à voir des détails sur la surface de la planète. Là, ici, c'est un robot qu'on a envoyé sur la planète Mars, donc, qui est depuis un moment déjà, parce que ça fait plus de 15 ans qu'il y est, Curiosity, sur Mars. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on arrive à faire dans le système solaire. Pour les exoplanètes, il n'y a rien de tout ça. Pour les exoplanètes, ce qu'on a, c'est les étoiles. Et en fait, on est trop loin pour réussir à résoudre vraiment la surface de ces planètes-là. On n'en a qu'une information qui est très, très éloignée, et donc c'est beaucoup plus difficile. Et il est de toute évidence de notre vivant, et sans doute même d'ici les prochaines centaines d'années, on n'aura aucune de ces deux choses-là sur toutes les exoplanètes. On restera de toute façon sur une information qui est très éloignée. On n'a pas d'information in situ comme les planètes du système solaire. C'est vraiment des planètes qui sont trop éloignées pour qu'on puisse envoyer des sondes dessus, en tout cas dans les décennies à venir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les détecter? Eh bien, la première méthode, en fait, c'est ce qu'on appelle les vitesses radiales, ou aussi appelées effets Doppler. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez une planète, en fait, qui tourne autour, qui est assez grosse, ça va avoir tendance à faire un peu onduler le Soleil régulièrement, dû à la planète qui tourne autour. Elle va avoir un petit effet sur son étoile qui va se mettre à onduler. Et en fait, ça va marcher un petit peu comme le radar qui permet de mesurer la vitesse des voitures et puis pour mettre des prunes aux automobilistes. C'est qu'en fait, on va mesurer en fait la vitesse, le changement de vitesse du Soleil. Donc, vous voyez que le premier instrument de ce type-là qui a été construit, l'Observatoire de Haute-Provence, c'était un spectrographe qui s'appelait Elodie et qui mesurait des vitesses de 7 mètres par seconde. Alors, j'ai regardé avant de venir, ça fait environ 25 km/h, donc c'est pas très précis, mais donc il arrivait à mesurer des vitesses de 25 km/h. Et donc, ce qui est important, c'est pas que vous voyez que dans un sens, c'est que vous voyez que d'un moment, la planète se rapproche un petit peu de vous, et puis à un moment, la planète s'éloigne un petit peu de vous, accélère dans un sens, accélère dans l'autre sens, accélère dans un sens. Et ce mouvement régulier, en fait, vous permet de déduire qu'il y a une planète autour de cette étoile. Donc voilà, maintenant on a beaucoup amélioré. Donc au début, on voyait que des très très grosses planètes, et puis on a beaucoup amélioré. Et maintenant, on est capable d'aller à 0,1 mètre par seconde, donc détecter des planètes qui sont beaucoup plus petites autour de leurs étoiles. Donc cette première détection, en fait, en 1995, donc la planète qu'on appelle 51 Pégasi b, donc elle a été découverte par une équipe suisse, Michel Mayor et Didier Queloz, et donc ils l'ont mis en utilisant donc un instrument français, qui était un instrument qui n'était pas très très utilisé, parce que c'est un instrument qu'ils ont construit eux-mêmes, mais le télescope en lui-même, il n'est pas un des grands télescopes actuels. C'est un télescope qui est maintenant, qui sert toujours à faire beaucoup de ces techniques de vitesse radiale, et qui est situé près de Marseille, donc à l'Observatoire de Haute-Provence. Voilà. Et donc en utilisant ces découvertes, en fait, du coup, ils ont réussi à détecter la première exoplanète, la première planète autour d'une autre étoile que le Soleil, et ce qui leur a valu du coup le prix Nobel il y a quelques années pour cette découverte. Passons maintenant du coup à d'autres méthodes, parce que ce qui est intéressant en fait pour aller un peu plus loin, c'est que là, vous avez quand même une information assez indirecte, mais vous n'avez pas vraiment d'information sur la planète, vous avez juste une information sur le fait que l'étoile vibre à cause de cette planète, donc c'est une information qui est assez indirecte. Donc on va passer à des méthodes qui permettent d'analyser un peu plus la lumière de la planète. Donc là, ici, vous avez la méthode des transits. Donc la méthode des transits, elle est conceptuellement assez simple. Vous observez une étoile pendant très longtemps. Donc là, ici, je vous ai mis quelque chose de très gros. L'étoile, elle fait comme si elle se fait la taille du Soleil. Mais en fait, c'est pas ça. Ce que vous voyez, vous, c'est un point. Et ce que vous voyez, c'est que ce point, assez régulièrement, il baisse en luminosité. Donc ce que vous mesurez, c'est ça. Vous avez la luminosité. Et puis de temps en temps, vous voyez, cette luminosité baisse et puis réaugmente plus tard. Et si c'est régulier, si ça arrive de manière régulière, eh ben, on peut en déduire en fait que
ce qu'il se passe, c'est ça. C'est-à-dire que vous voyez qu'en fait, il y a des planètes qui passent devant leur étoile, ce qu'on appelle un transit. Ça arrive aussi, par exemple, il y a des transits de Vénus assez régulièrement. Vénus passe devant le Soleil et ça fait baisser la luminosité du Soleil. Mais là, encore une fois, c'est pas résolu. Ce que vous voyez, c'est juste une courbe de lumière comme ça qui diminue avec le temps. Et ça, c'est une méthode qui est très efficace pour trouver des planètes. Vous voyez ici, on a trouvé plus de 4000. Je pense que le nombre est faux. Je ne l'ai pas changé depuis ma dernière conférence, je pense. Je pense qu'on est plus pas loin on est plus à plus de 4500 détections en fait grâce à cette méthode-là. Donc, en fait, pourquoi est-ce que c'est simple? C'est qu'en fait, vous avez juste à pointer en fait un télescope pendant très très longtemps sur un nombre donné d'étoiles, et puis vous mesurez toute l'épaisse en fait, et donc ça vous permet d'emmagasiner beaucoup d'étoiles. Vous pouvez faire avec un seul détecteur beaucoup d'analyses différentes sur toutes les étoiles d'un champ. Alors, en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça va ressembler un petit peu à ça, vous voyez ce qu'on a. Donc là, c'est la planète qui s'appelle Kepler 69b. Donc, c'est une exoplanète qui est 2,3 fois plus large que la Terre et qui orbite en 13 jours autour de son étoile. Ça veut dire que tous les 13 jours, en fait, vous allez avoir une baisse de luminosité comme ça. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on commence un peu à rentrer dans le difficile quand même parce que il n'est pas évident le transit quand même. Donc là, il y a quand même des techniques derrière pour améliorer pour être sûr que ce qu'on a, c'est une vraie détection et pas seulement du bruit de l'étoile. Et c'est ça finalement la limite fondamentale de cette technique-là aussi. C'est qu'il y a un moment, en fait, l'étoile, il suffit qu'elle ait une tache dessus, par exemple, qui est un peu plus brillante, un peu moins brillante, ou qu'elle a une éjection à un moment. Et donc, l'activité elle-même de l'étoile va quand même un peu limiter cette technique-là. C'est qu'il y a un moment où vous allez être limité par le fait que vous n'allez pas pouvoir réussir à soustraire le bruit de l'étoile elle-même. Voilà. Et puis, vous avez aussi des cas un peu plus compliqués. Donc là, regardez cette courbe de transit, qu'elle est un peu tordue. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à ce moment-là, c'est que vous n'avez pas qu'une seule planète qui tourne autour de cette étoile. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez d'abord un transit où vous avez 2 planètes dedans. Puis après, vous avez un tout petit moment où vous avez les 3 planètes qui passent devant l'étoile. Puis après, les 2 premières planètes sortent, du coup, vous remontez. Et puis après, tout le monde sort et du coup, vous remontez tout en haut. Vous voyez qu'on arrive maintenant à découvrir des planètes avec des systèmes multiples. Et en particulier, je pense qu'il est important de parler du système trappiste, qui est du coup un des plus grands des systèmes découverts très récemment, enfin il y a 10 ans, mais qui a été particulièrement intéressant parce qu'en fait on a découvert 7 planètes autour d'une même étoile, dont certaines dans la zone habitable de leur étoile. Alors qu'est-ce que ça veut dire la zone habitable? La zone habitable, ça ne veut pas dire que c'est habitable, c'est un très mauvais nom. C'est un nom qui a été choisi sans doute pour que ça soit plus facile de passer dans les journaux. Mais la zone habitable en astronomie, ce qu'on veut dire, c'est que c'est la zone où on est suffisamment près de l'étoile, enfin on est juste à la bonne distance de l'étoile, ni trop près ni trop loin, pour qu'il y ait une possibilité d'avoir de l'eau liquide. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau liquide à la surface de ces planètes, parce que pour qu'il y ait de l'eau liquide, il faut une atmosphère, il faut Mars, par exemple, est dans la zone habitable du Soleil, entre guillemets, mais pour le moment, Mars n'est pas habitable. Elle n'a pas les conditions pour avoir de la vie actuellement. Donc voilà, ça veut juste dire que si vous êtes beaucoup trop près, il fait beaucoup trop chaud de toute façon, et si vous êtes beaucoup trop loin, il fait beaucoup trop froid de toute façon pour avoir de l'eau liquide. Donc il y a une zone, en fait, qui est l'endroit où on pense qu'il y a le plus de chances d'avoir de l'eau liquide, et donc c'est pour ça que ces planètes nous intéressent particulièrement. Voilà. Sauf que c'est une étoile un peu particulière. En plus, là, on a découvert la planète Trappiste. C'est une étoile qui est beaucoup plus petite que le Soleil. Et donc, vous voyez qu'en fait, elle est beaucoup plus froide que le Soleil. Et donc, en fait, ces 7 planètes sont vraiment à des orbites qui sont beaucoup plus courtes que Mercure. Et c'est vraiment c'est un système qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus condensé que le système solaire. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on a appelé ce système Trappiste? Parce qu'en fait, c'est une équipe belge qui a l'idée de cette découverte. Donc, ils ont appelé ça Trappiste, comme les Belges, pour le Transiting Planet and Planetesimal Small Telescopes. Voilà. Et puis, depuis, ils ont étendu leur programme. Et donc, du coup, le nouveau programme, maintenant, s'appelle Speculos. Voilà. Du coup, ils ont continué. Mais effectivement, au moment de cette découverte, fatalement, une planète avec 7 planètes, un système avec 7 planètes qui s'appelle Trappiste, ça correspond aussi au nombre de bières Trappistes. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais laquelle, l'Orval, la Chimay, la Trappe, la Rochefort, la Westmalle. Et alors celle-là, en plus, c'est celle que... Alors celle-là, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas s'il y a des connaisseurs en bière. Alors celle-là, je crois que c'est en plus des moines. Là, il n'y a qu'un seul endroit où ils la font. J'ai oublié le nom, je ne sais pas, ça va me revenir après. Et donc voilà, donc vous avez ce système de 7 bières. Et donc ça m'a en fait un petit peu intéressé aussi parce que
Je suis tombé sur ce papier assez récemment, en fait, qui essayait d'analyser en fait des bières à partir de spectroscopie. Donc, Distinguished Belgian Beer with Optical Spectroscopy. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils envoient avec une lampe halogène dans une sphère intégrante de manière à avoir de la lumière partout, et puis ils calculent avec un détecteur visible et infrarouge, voilà, avec un sample de bière au milieu, un échantillon de bière, voilà, pour essayer de pouvoir détecter, différencier en fait une bière belge d'une autre bière. Voilà, donc vous avez dans le papier en fait cet échantillon de travail. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus la taille de l'échantillon fait pas exactement, je pense, une bouteille, donc il a fallu un doctorant se sacrifie, je pense, pour finir les échantillons. Voilà. Et donc, ce qu'ils en déduisent en fait à partir de ça, c'est que qu'est-ce que ça veut dire la spectroscopie? C'est l'analyse de la lumière en fait qui sort de cet échantillon. Donc là, si vous prenez donc une bière mort subite, donc c'est une bière une crique lambique, donc c'est avec de la cerise, donc c'est très rouge. Donc vous voyez que si la lumière passe à travers, en fait, vous envoyez de la lumière visible, mais la lumière qui va en sortir, elle va être rouge. Puis si vous prenez donc une Modelo, donc ça c'est une bière qui est mexicaine, je crois, et donc qui est une blonde, voilà. Et du coup, quand vous envoyez de la lumière à travers, la lumière qui en sort est jaune. Et donc, vous voyez bien que juste avec l'analyse de la lumière c'est ça la spectroscopie, c'est l'analyse en fait des couleurs de la lumière donc, qui nous parviennent de l'objet. À partir de cette spectroscopie, en fait, vous êtes capable de dire des choses sur la bière. Et donc, le résultat de cette étude-là, voilà, vous voyez qu'ils arrivent à prédire le degré d'alcool juste en gardant en fait la valeur. Donc là, c'est la référence value, c'est la valeur mesurée, et puis là, c'est la valeur prédite à partir de la spectroscopie. Et puis, ils arrivent même à trouver en fait un critère de manière à pouvoir différencier plus ou moins les bières belges des autres. Voilà. J'ai été re-regarder cet après-midi parce que ce papier date de 2013 et maintenant, il y a des recherches maintenant à partir d'intelligence artificielle pour réussir à distinguer des bières directement et des degrés d'alcool à partir de la spectroscopie. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous en fait? Alors, spécifiquement, cette étude-là n'est pas forcément très intéressante pour nous, mais pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous la spectroscopie? Parce qu'en fait, on va essayer de faire la même chose à travers les atmosphères d'exoplanètes. Alors, comment ça va marcher? Eh bien, en fait, vous allez avoir une sorte, si vous regardez à différentes couleurs au moment où le transit se passe, vous voyez voir que en fait, le transit n'est pas exactement de la même profondeur à toutes les couleurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que en fait, la planète, c'est comme si elle n'avait pas exactement le même rayon à toutes les. Parfois, elle a l'air un peu plus grosse et parfois, elle a l'air un peu plus fine. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire que à chaque rayon, en fait, si vous regardez le rayon vert, par exemple, eh bien, ça veut dire que à cette couleur-là, eh bien, il y a plus ou moins de rayons qui passent à travers. Il y a certaines couleurs qui laissent passer à travers l'atmosphère, et certaines couleurs qui ne passent pas à travers l'atmosphère. Donc, c'est ça que ça nous dit, en fait. C'est la façon dont l'atmosphère permet de transmettre la lumière, la lumière qui parvient de l'étoile. Et donc, on voit ça à partir de transit depth qui correspond en fait à un rayon. Et ben, c'est ce qu'on va faire, nous aussi. Donc ça, c'est des données assez récentes, c'est des données qui viennent du télescope James Webb Space Telescope dont on va parler. Et vous voyez qu'on va mesurer en fait ce transit à plein de différentes couleurs. Et on va mesurer en fait la profondeur, en fait. Ce qui va donner en fait ce genre de graphe à la fin. Ça fait partie des premiers résultats du télescope James Webb dont je vais parler un peu plus loin, mais qui montrent qu'en transit, en fait, on est capable de détecter en fait plein de petits points. Donc là, vous voyez, c'est la quantité de lumière bloquée. Et vous voyez que selon les endroits, ça monte plus ou moins. Et ça nous permet en fait de découvrir, on n'arrive pas, on ne cherche pas des bières belges, mais effectivement des molécules intéressantes autour de cette planète en particulier. Donc maintenant, trouver de l'eau, trouver de la vapeur d'eau, trouver d'autres molécules un peu plus complexes, c'est des choses qu'on commence à savoir bien faire. Alors, cette planète-là, elle n'est pas rocheuse, hein, donc il ne faut pas non plus imaginer qu'on est en train de regarder. On est en train de regarder à travers une planète qui ressemble à Saturne, là. On commence à pouvoir commencer à dire peut-être que certaines planètes auraient ou n'auraient pas les planètes rocheuses ont une atmosphère ou pas, mais plus la planète est petite, plus les effets sont fins et sont minces et sont difficiles à voir. Et donc pour le moment, on est encore un petit peu limité. On commence à bien réussir à le faire pour les planètes gazeuses. Pour les planètes rocheuses, c'est un peu plus compliqué. Quelque chose aussi qui est assez intéressant qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les hazes, ou ce qu'en français on pourrait dire la brume. Et donc ça se voit assez bien en fait selon les bières aussi. Vous voyez qu'il y a des bières où on arrive bien à voir à travers, et des bières où on n'arrive pas trop à voir à travers. Et d'ailleurs, on appelle ça aussi des hazy, pour les bières d'ailleurs, des bières qu'on dit qu'elles sont plus ou moins brumeuses.
Et donc, en fait, ça correspond au fait qu'il y a plus de particules en suspension ou moins de particules en suspension dans la bière. Et donc, ça dépend des bières. Il y a des bières qui sont très transparentes, des bières qui le sont beaucoup moins. Et nous, on va voir aussi la même chose dans les exoplanètes. On va voir qu'en fait, certaines planètes sont moins nuageuses, moins brumeuses. Et donc, il y a plus de différence qui est due à la composition. Vous voyez qu'il y a un spectre qui est marqué avec des raies. Vous voyez qu'il y a certains points qui sont très hauts, en particulier sur le sodium là, et le potassium. Et puis des planètes qui sont plus brumeuses. Du coup, on a du mal, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire plus brumeuse? Ça veut dire qu'en fait, elle est relativement opaque à toutes les longueurs d'onde. En fait, on ne voit pas du tout à travers, et donc on a l'impression qu'elle fait la même taille à toutes les longueurs d'onde. Et vous voyez que pour cette planète, en fait, le spectre est relativement plat, en fait, parce que rien ne passe, ou le même rayon pour toutes les couleurs, tandis que d'autres laissent passer certaines couleurs. Et dans le système solaire, il y a une planète qui est assez connue pour être très brumeuse. Alors, c'est pas une planète, pardon, c'est un satellite de Saturne qui s'appelle Titan. Et donc le satellite de Saturne Titan, en fait, si on le regarde même en orbite, ça c'est une photo qui a été prise en orbite qui est pas très très loin de Titan, en fait, on voit qu'on voit rien parce que la planète est extrêmement brumeuse. Il y a beaucoup de haze, beaucoup de cette brume qui fait qu'en fait on n'arrive pas du tout à voir la surface. Voilà. Voilà. Donc ça, ça c'est de la méthode des transits, donc qui est déjà très intéressante parce qu'elle nous a permis de voir pas mal de planètes, de choses sur les planètes. Je voulais finir du coup par une dernière méthode qui est celle qui est chère à mon cœur, parce qu'en fait c'est celle sur laquelle je travaille moi-même, qui est la méthode d'imagerie directe. Alors, je vous l'ai dit, imagerie directe, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à faire ça avec les exoplanètes, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à les regarder, à les imager vraiment. Par contre, ce qu'on va réussir à faire, c'est pouvoir en fait différencier la lumière de la planète de la lumière de l'étoile. Donc ça, c'est un premier exemple que je vous donne. Donc là, c'est en fait une petite dizaine d'années en fait de données qui ont été prises. On a réussi en fait à cacher la lumière de l'étoile. Donc la lumière, vous voyez, il y a un cercle noir autour. C'est ce qu'on appelle le coronographe, je vais vous en parler. C'est-à-dire que c'est un petit système optique qui va permettre en fait de cacher juste la lumière de l'étoile. Et puis en fait, vous allez réussir à cacher en fait cette étoile. Et puis vous allez voir en fait que autour, vous avez des petits points. Donc, encore une fois, vous n'arrivez pas à voir la surface de ces étoiles, mais par contre, vous arrivez à distinguer la lumière qui vient de l'étoile de la lumière qui vient de la planète. Et donc, ce système, en fait, il y a 4 exoplanètes qui tournent autour. Il y en a une qui est là-haut, là, puis il y en a 3 autres. Et donc, si on les observe pendant une petite dizaine d'années, en fait, on voit ces planètes en fait, qui commencent à tourner. Donc là, c'est des planètes qui sont assez grosses. On parle de super Jupiter. Quelque chose aussi qu'on a beaucoup vu autour de ces étoiles-là, en fait, c'est des disques de débris. Alors, qu'est-ce que c'est ces disques de débris? En fait, c'est des ceintures d'astéroïdes. Enfin, en fait, ce qu'on voit, c'est surtout la poussière. En fait, c'est des grains qui sont beaucoup plus petits parce que c'est les grains qui diffractent le mieux à la couleur où on observe. Mais donc, c'est en gros des ceintures d'astéroïdes, comme on en a dans notre système solaire aussi. Et donc là, vous voyez, alors on a l'impression en fait que ça fait un peu œil de Sauron, mais en fait, c'est surtout un cercle. En fait, c'est juste qu'on le voit de côté, donc on a l'impression que c'est une ellipse. Et donc, c'est un cercle vu de côté. Et donc, c'est un cercle de poussière, en fait, et ça, on en voit beaucoup. Et donc, c'est une de mes spécialités, en fait, l'observation de ces disques de poussière. Alors, comment est-ce qu'on fait, en fait, pour imager? Alors, déjà, il y a un graphe problème. Alors, je vous ai mis un graphe. Alors, il va être un petit peu, j'espère, on va s'accrocher pour le regarder. Je pense qu'il est intéressant. En plus, je vous ai mis la version anglaise. J'ai été dur, désolé. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est donc selon la couleur. Donc là, c'est pour différentes couleurs. Donc, le visible ici, là, il est environ ici. Et puis ici, vous avez l'infrarouge et qui vous allez éloigner vers l'infrarouge. Et selon la couleur, en fait, ce que vous voyez en haut, en fait, c'est le flux du Soleil, ou le flux d'une planète qui ressemblerait au Soleil. Voilà. Et ici, en fait, c'est le flux qui est issu, donc, par exemple, de la part de Jupiter. Et donc Jupiter, donc, pourquoi est-ce qu'elle a une certaine lumière? Parce qu'elle réfléchit la lumière du Soleil, et puis il y a aussi une partie où elle émet une partie de la lumière, etc. Et donc vous voyez en fait que la différence en fait de flux entre une étoile comme le Soleil et une planète comme la Terre, c'est du coup 10 puissance 10. Voilà. 10 puissance 10, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un photon qui vous parvient de la Terre, si vous regardez la Terre comme si vous étiez de loin, vous essayez de détecter la Terre à côté du Soleil, pour un photon qui vous parvient de la Terre, vous avez 10 milliards qui vous parviennent du Soleil. Et il faut réussir à identifier ce photon-là. Voilà. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est ce genre de choses. C'est-à-dire arriver à détecter des planètes, arriver à faire une image, comme si on arrivait à imager le système
le système solaire, arriver à imager un autre système solaire et puis imager du coup la Terre ou Vénus, par exemple, en cachant le centre de l'étoile. Voilà. Et donc, je vous ai dit, c'est une différence de flux de 10 puissance 10, donc 10 milliards. Et puis, il y a une différence de distance de 0,5 arc-seconde. Donc, une seconde d'arc. Donc, qu'est-ce que c'est une seconde d'arc? C'est un 60e de minute d'arc, qui est un 60e de degré. Et donc, ça correspond à 0,00015 degrés. Donc, ça veut dire que c'est des objets qui sont extrêmement proches sur le ciel. Alors, il y a une métaphore qu'on utilise souvent pour ça. Du coup, vous prenez une luciole, voilà, et puis vous la mettez à côté du phare de Créache. Alors, le phare de Créache, pour ceux qui connaissent pas, c'est un phare situé sur l'île d'Ouessant, donc tout au bout de la Bretagne, voilà. Et il se trouve que c'est le phare le plus puissant d'Europe. C'est un phare qui est bien puissant, le phare de Créache. Il est très beau, il faut aller le voir, voilà. Donc, vous allez mettre votre luciole à 1 mètre du phare de Créache, voilà. Vous allez allumer le phare, et puis vous allez chercher à détecter la luciole depuis New York. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas seulement le critère d'extinction est énormément important aussi, c'est-à-dire que vous avez des objets qui sont une énorme différence de contraste, on parle de différence de brillance, vraiment, je vous dis 10 milliards, mais en plus, ils sont extrêmement proches l'un de l'autre. C'est les deux des effets qui sont compliqués, parce que si les objets étaient très brillants et très différents, mais très loin, ça serait pas très gênant. Mais là, ils sont extrêmement proches l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les systèmes stellaires sont très, très loin, et donc ils nous apparaissent très petits. C'est pour ça que leur distance angulaire est aussi petite. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de cacher l'étoile, de cacher juste l'étoile pour pouvoir observer cette étoile. Voilà. Et donc, il y a quelque chose aussi que j'aime bien, c'est un équivalent du système solaire. Donc, revenons un petit peu dans le système solaire. Donc, ça, c'est une image de la mission Huygens-Cassini, en fait, qui a été prise à un moment où, en fait, le Soleil, en fait, Saturne, éclipsait le Soleil. Donc là, vous avez une image où le Soleil est derrière et la mission était de l'autre côté. Et puis du coup, c'est pour ça qu'elle est aussi jolie, c'est qu'en fait, vous voyez que ça fait apparaître en fait tous les anneaux en projection depuis derrière. Voilà, donc ça, vous avez créé une éclipse à travers avec cette mission. Et en fait, si on zoome entre les anneaux, ici, ce que vous voyez, ce petit point-là, alors il faut le savoir, parce que vous ne le savez pas. En fait, ce petit point-là, ce que vous voyez, c'est la Terre. Voilà. Et alors, si on zoome encore plus, et alors on m'a dit qu'on avait un rétroprojecteur de bonne qualité, donc ça ne marche pas forcément à chaque fois, mais si on zoome encore plus, vous voyez qu'il y a un petit point là, et puis un autre petit, on a l'impression qu'il est un peu déformé, en fait ce que vous voyez c'est la Terre et la Lune. Voilà. Donc ça, en fait c'est ce qu'on aimerait bien faire aussi, c'est-à-dire, sauf que là on utilise Saturne pour faire un coronographe, et nous ce qu'on aimerait bien faire en fait c'est trouver créer un système optique qui va nous permettre de masquer l'étoile. C'est une sorte de filtre optique incroyablement puissant parce que en un point, vous devez masquer toute la lumière et puis au point juste à côté, vous devez laisser passer toute la lumière pour avoir la détection de la Terre. Et donc pour ça, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un coronographe. Alors, un coronographe, en fait, il nous vient d'un chercheur qui s'appelle Bernard Liot. Et en fait, Bernard Liot, donc c'était il y a presque 100 ans. Bernard Liot n'était pas vraiment intéressé, lui, par les exoplanètes. En fait, comme je vous l'ai dit, la première détection, c'est 95, donc c'était quand même très très loin, en fait, ces idées de détection d'exoplanètes. Lui, ce qui l'intéressait, c'est un problème qui est assez similaire, c'était que observer la couronne du Soleil en dehors des éclipses. Donc, pendant les éclipses solaires, on pouvait observer la couronne du Soleil. D'ailleurs, il y a beaucoup de très chouettes histoires d'astronomes qui font le tour du monde pour aller observer. Le fondateur de l'endroit où je travaille, à Meudon d'ailleurs, est représenté souvent avec un ballon, donc Jules Janssen, parce qu'en fait, il est parti pendant la Commune de Paris, pendant le siège par les Autrichiens, et il est parti en ballon pour aller voir une éclipse à Oran, voilà, pour pouvoir, parce que l'éclipse était le seul moment où on pouvait voir cette couronne du Soleil. Et donc Bernard Liot, qui était un très bon opticien aussi, il s'est dit, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas en fait, inventer un système optique qui permettrait de cacher le Soleil de manière à pouvoir créer une sorte d'éclipse artificielle, et comme ça, vous pouvez observer le Soleil, la couronne du Soleil tous les jours. Vous n'avez pas besoin d'y aller, seulement dans les endroits où il y a des éclipses. Voilà, surtout en temps d'occupation. Voilà. Et donc, vous voyez ici, donc il a en particulier testé ces coronographes au pic du Midi. Donc là, vous voyez que c'était pas facile d'être doctorant à l'époque. Il y avait, fallait faire des skis de fond et porter les gros instruments. Et ça, c'est les premières images qu'il obtient. Et en fait, il y a un petit film en fait qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Les Flammes du Soleil, qui est assez touchant, donc avec une voix un petit peu chevrotante, parce qu'on parle quand même entre deux guerres.
qui montre voilà, donc ces grandes flammes qui s'étendent. Et donc ça, c'est des premières en fait, vidéos qu'on a du Soleil. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, Bernard Liot, il est cher à notre cœur, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui vient, enfin, qui a beaucoup travaillé à l'Observatoire de Meudon, d'où on vient, donc d'où je viens, donc j'y étais cet après-midi, c'est là où je travaille. Donc, c'est l'un des deux centres de centres principaux de l'Observatoire de Paris. Donc le centre historique est dans le centre de Paris, donc il est pas facile à voir, mais il est pas loin d'Enfer Rochereau, donc ça doit être à peu près là. Voilà. Et l'autre centre est sur la colline à Meudon. Voilà. Et puis il y a effectivement d'autres chercheurs qui sont dans d'autres endroits, à Nançay, à Cergy, à Jussieu. Donc il y a un peu d'autres équipes qui sont à ces différents endroits. Mais donc à Meudon, donc c'est là où historiquement il y avait les plus grosses coupoles. Vous voyez, il en reste quelques-unes ici, coupoles, et puis là-bas. Et puis il y a aussi donc sous la grande lunette, voilà, vous avez le premier coronographe de Bernard Liot, donc qui est construit avec des lattes de parquet. Un peu. Et donc, ce coronographe, en fait, c'est vraiment la première fois qu'on essaie d'observer, qu'on rentre en fait dans la discipline du haut contraste, donc en français la haute dynamique. C'est vraiment essayer de voir des objets qui sont peu brillants à côté d'objets qui sont très brillants. Voilà. Le coronographe solaire, ils sont toujours utilisés. Et en particulier, vous avez une mission actuellement américaine et française et américaine et européenne. Qui s'appelle SOHO, et qui est un télescope solaire, dont le travail est d'observer vraiment le Soleil. Et vous voyez ici que là, je vous ai pris une photo donc ce matin du Soleil. Donc vous voyez qu'on a masqué le Soleil, et donc ça nous permet en fait de voir des éjections. Donc en ce moment, le Soleil, il est très très dense. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais apparemment hier, il y avait des aurores boréales qui étaient visibles jusque depuis le sud de la France. Donc ça veut dire que le Soleil, il crache pas mal en ce moment. Les aurores boréales, oui, c'est dû en fait à l'interaction des particules émises du Soleil avec l'atmosphère terrestre. Et donc là, effectivement, donc là, on le voit bien effectivement que ça crache pas mal. Et puis, bah aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment en fait, où vous masquez le Soleil, et vous êtes capable de voir des objets qui sont beaucoup plus fins. Et là, en particulier, vous voyez une comète. Et donc, en fait, cette mission, qui était une mission pour analyser le Soleil, SOHO, grâce à son coronographe, en fait, c'est la mission qui a permis de détecter le plus de comètes aussi autour de notre Soleil. On a détecté beaucoup de comètes grâce à cette mission. Voilà. Et donc, je vais vous passer un petit film que l'on a fait donc, sur l'instrument coronographique, mais pour l'instrument coronographique qu'on a envoyé sur James Webb. Donc, il a été construit par l'Observatoire de Paris. Et pour vous décrire un petit peu le principe, et puis après, on revient sur certains résultats récents. Allumage des EAP, décollage. Lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, le télescope spatial James Webb a été conçu pour répondre aux grandes questions de l'astrophysique, comme la formation dans l'univers des premières galaxies et de leurs premières étoiles, des planètes et des exoplanètes, ou la composition des atmosphères de planètes extrasolaires. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6,60 m est une opération délicate et inédite. Son immense écran solaire composé de 5 couches et de la taille d'un terrain de tennis permet un refroidissement du télescope à environ 50 Kelvin. Au bout d'une croisière de 30 jours, Webb atteint son orbite autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Un environnement stable et froid, des conditions nécessaires pour observer le rayonnement infrarouge avec une sensibilité sans précédent. Webb embarque une série de 4 instruments qui se situent derrière le miroir primaire. L'instrument MIRI est constitué d'une caméra et d'un spectromètre à intégrale de champ qui observe dans l'infrarouge moyen entre 5 et 28 micromètres. Le système optique de la caméra, conçu par les équipes françaises, contient 5 miroirs et une roue à filtre qui sélectionne le rayonnement infrarouge. Les images se forment sur un détecteur refroidi à une température de 7 Kelvin, soit moins 266 degrés Celsius. L'étude des atmosphères d'exoplanètes, ces planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil, est un des objectifs majeurs de MIRI. Pour cela, il embarque 2 techniques différentes d'observation. La première est une innovation technique appelée coronographie à masque de phase. Les coronographes de MIRI associent un masque situé à l'entrée de l'instrument et un diaphragme placé dans la roue à filtre.
l'objectif est d'atténuer la lumière de l'étoile centrale pour observer le très faible signal émis par une exoplanète, en s'inspirant du principe des éclipses solaires. MIRI sera le premier instrument spatial à utiliser ce type de coronographe. Cette technique permet d'observer principalement des planètes géantes, jeunes et chaudes, orbitant à plusieurs unités astronomiques de leur étoile. La seconde technique est la spectroscopie infrarouge pour observer des transits de planètes à petite période orbitale. Dans ces conditions, MIRI peut alors enregistrer la lumière de l'étoile transmise par l'atmosphère de la planète lorsque celle-ci passe devant l'étoile, ou bien la lumière émise par la planète elle-même avant que celle-ci ne s'éclipse derrière l'étoile. Les spectres obtenus contiennent des informations précieuses sur la température effective, la composition moléculaire ou encore la présence de nuages. Si les exoplanètes géantes gazeuses seront les cibles privilégiées de MIRI, on pourra aussi détecter par cette technique des petites planètes rocheuses. Grâce aux capacités de MIRI et du télescope Webb, les chercheurs pourront mieux comprendre la formation des systèmes exoplanétaires ainsi que les caractéristiques physiques et chimiques de leur atmosphère. Et peut-être commencer à étudier les conditions d'habitabilité sur ces mondes éloignés de notre système solaire. Voilà. Voilà, donc ça c'était ce que je trouvais que c'était intéressant parce que ça montrait bien en fait la façon dont on bloque la lumière avec ces derniers coronographes. Et donc, pour revenir un petit peu en arrière, en fait, l'histoire de la coronographie, donc c'est une méthode qui est relativement récente en fait, en comparaison des transits ou des vitesses radiales, parce qu'elle est beaucoup plus difficile en fait. Les transits, on en a trouvé beaucoup. En imagerie directe, on en a trouvé une cinquantaine. Donc on a moins de 1% des exoplanètes qui ont été trouvées de cette manière-là. Donc pour faire un petit historique, en fait, la première fois qu'on a fait ça, donc ça c'est un papier de Smith et Terrill en 1984 sur un instrument qui avait été construit par une chercheuse qui s'appelait Faith Vilas. Et donc la première fois en fait qu'ils ont utilisé, donc là même en fait d'ailleurs ce qu'ils ont pointé c'était vraiment un coronographe solaire, c'est-à-dire que c'était un instrument qui avait été fait vraiment pour observer le soleil, puis ils se sont dit bon, on va essayer de le pointer sur une étoile, et donc ils l'ont mis, voilà, et puis ils ont détecté cette chose-là, vous voyez. Et en fait qu'est-ce que c'est que cette chose-là en fait? Et c'est c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est un disque de débris en fait, c'est une ceinture d'astéroïdes. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper dans le système solaire. La ceinture de Kuiper, c'est un nuage de poussière qui se situe à peu près à l'endroit où Pluton est, vraiment aux marges du système solaire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voyait. Et alors, on est encore assez loin d'avoir une planète là autour de cette étoile. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est la première fois en fait qu'on a une image d'un système autre que le nôtre. En fait, là, on n'a pas un effet indirect avec une baisse de luminosité. On a une vraie image. On commence en fait à mettre de la 2D en fait dans un système. Autour d'une planète, on voit effectivement que ce système, en fait, il a une taille, il a une forme. Vous voyez que là, on le voit complètement de côté. On le voit vraiment, donc le disque est relativement circulaire, mais quand vous le voyez complètement de côté, vous avez l'impression que c'est une sorte de barre qui traverse l'écran. Et donc, ce système, en fait, on l'a observé pendant longtemps, donc on l'a observé, donc il s'appelle Beta Pictoris, parce que Beta Pictoris, c'est la seconde étoile la plus brillante dans la constellation du Peintre, qui est une constellation de l'hémisphère sud. Et donc Beta Pictoris, on l'a observé pendant longtemps, on l'a observé avec le satellite Hubble, vous voyez qu'il y a une vingtaine d'années déjà, une trentaine d'années, ne rajeunit pas. Donc avec Hubble, on l'a observé, voilà. Et puis avec le Very Large Telescope aussi, qui est un télescope au sol européen, qui est au Chili. Et vous voyez déjà, on remarque immédiatement en fait qu'il y a des petites formes en fait dans ce disque. Il n'est pas uniforme, il y a des endroits qui sont plus ou moins brillants. Il y a eu pas mal de travaux théoriques à l'époque qui ont dit, mais en fait, peut-être que le fait qu'il soit plus brillant à cet endroit-là, c'est parce qu'il y a une accumulation de poussière qui pourrait être due en fait à la présence d'une planète qui pourrait créer en fait ce type d'accumulation de poussière par des effets gravitationnels. Voilà. Mais donc on l'a observé pendant assez longtemps et en fait la première planète qui a été détectée qui a été imagée, c'est-à-dire qu'on en a eu une image, et donc c'est la planète Beta Pictoris B, et donc qui a été détectée par une chercheuse qui s'appelle Anne-Marie Lagrange, qui est une chercheuse à l'Observatoire de Paris, qui est une collègue à Meudon.
Et donc, voilà, donc là, vous voyez que non seulement vous avez un disque, et donc vous voyez que vous arrivez maintenant à rentrer vraiment dans le très, 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 très proche de l'étoile. Et donc là, maintenant, vous avez une planète que vous avez détectée, qui s'appelle Beta Pictoris B, qui est à peu près, en termes d'orbite, en fait, c'est relativement la même orbite que Saturne aurait autour du Soleil. Voilà, donc elle est relativement proche de son étoile. Par contre, elle est beaucoup plus massive que les planètes qu'on connaît. Elle fait 10 fois la masse de Jupiter. Jupiter étant la planète la plus massive de notre système solaire. Donc c'est une planète qu'on appelle une super Jupiter, c'est un type de planète qu'on n'a pas du tout dans notre système. Et puis on l'a suivi pendant une dizaine d'années, en fait, cette planète. Voilà. Et donc vous voyez là qu'elle bouge, hop, il y a un moment où elle disparaît. En fait, c'est parce qu'elle est passée en fait, derrière le coronagraphe. Elle est en train d'orbiter autour de son système. Et maintenant, en fait, on la connaît depuis une vingtaine d'années, cette planète-là. On sait qu'elle tourne en environ 20 ans autour de son étoile. On l'a vu, donc là, vous voyez qu'elle va que dans un sens, mais il y a un moment, en fait, on l'a vu récemment, en fait, vers 2020, elle a commencé à repartir dans l'autre sens. Et donc, comme ça, sur 20 ans de données, en fait, on a pu la voir, son orbite complète, analyser cette planète-là. Et là, vous voyez que vous commencez vraiment, en fait, aussi à faire de l'analyse donc non seulement de l'orbite, mais vous pouvez analyser la lumière qui vous parvient directement de l'étoile et faire ce dont je parlais tout à l'heure, de spectroscopie, pour pouvoir détecter des choses qui sont dans cette atmosphère et comprendre des choses sur les Jupiters autour d'autres étoiles. Donc, plus récemment, on a maintenant réussi aussi à atteindre des planètes qui sont beaucoup plus faibles de ce dont je vous parlais. Donc, on est encore assez loin des planètes de type la Terre, mais très récemment, en fait, en 2025, cette même chercheuse, Anne-Marie, a découvert une planète de la masse de Saturne autour de TWA7, donc c'est une autre étoile, en utilisant du coup l'instrument européen et les coronographes qui avaient été développés à l'Observatoire de Paris donc dans les années 2000 par une équipe à Meudon. Donc c'était la génération de mon directeur de thèse. Moi, je suis trop jeune pour avoir construit ces instruments-là, mais du coup, nous en sommes des utilisateurs. Et donc, grâce à ces coronographes dans l'infrarouge, on a pu détecter donc la plus petite planète imagée à ce jour, donc qui est une planète de la taille de Saturne. Une autre découverte récente, c'est une planète en fait de 6 masses de Jupiter, donc ça reste très très gros. Mais ce qui est intéressant en fait avec cette planète-là, c'est que c'est une planète circumbinaire. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire circumbinaire? Ça veut dire qu'elle tourne non pas autour d'une étoile, mais de 2 étoiles à la fois. Alors, pour certains, ça peut être gênant pour le coronographe, parce que vous avez du mal à masquer les 2 étoiles à la fois, ça peut être gênant. Mais il se trouve qu'elle est suffisamment loin, cette double étoile, pour que en fait on la résout pas et donc on a l'impression que c'est qu'une seule étoile. Donc ça change pas grand-chose pour le système, pour notre observation. Par contre, effectivement, ça change beaucoup pour la formation. On n'est pas totalement sûr comment est-ce que ces planètes arrivent à se former autour de ces étoiles binaires, parce que c'est pas très stable. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être vu la série Netflix sur le problème à 3 corps récemment, qui explorait l'idée d'une civilisation qui tourne autour d'une étoile tertiaire, je crois. Voilà. Et donc là, c'est une découverte qui a été faite depuis le sol. En fait, on a fait ça avec mon postdoc. On a réanalysé en fait les données d'un instrument américain. Et en réanalysant toutes les données d'un instrument américain, on s'est aperçu qu'il avait sans doute manqué une, mais on n'était pas totalement sûr. Du coup, on a demandé à la réobserver avec le télescope européen du Very Large Telescope, ce qui nous a permis de faire une détection. Et ça, c'était très récemment. Là, je crois que la press release devrait sortir la semaine prochaine. C'est tout récent. Voilà. Mais donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est surtout aussi le fait qu'elle soit circumbinaire. Et du coup, je vous renvoie vers ce que je vous allais citer au début, ce livre de Camille Flammarion, qui dit quel peintre pourrait imaginer l'étrange lumière d'un monde illuminé par 4 soleils et 4 lunes. Donc là, effectivement, on commence à se rapprocher de choses. On arrive maintenant à détecter, à imager des planètes qui tournent autour de plusieurs étoiles. Donc maintenant, c'est devenu une réalité, en fait, ce que Camille Flammarion prédisait, en fait, plus de 100 ans avant la première détection des exoplanètes. On a des exemples maintenant de planètes qui tournent autour de plusieurs étoiles. Alors, je ne sais pas quelle est la limite, je ne suis pas sûr qu'on ait des systèmes autour d'étoiles triples, et encore moins quadruples peut-être, mais autour d'étoiles doubles, on commence à en avoir quelques dizaines maintenant. Voilà. Pour finir, qu'est-ce qui reste dans le futur? Il reste en fait, donc là ce que je vous parlais en fait c'était, donc là vous voyez qu'on est plutôt sur les Jupiters jeunes qui sont assez brillantes parce qu'elles sont jeunes, elles sont encore chaudes, donc ça c'est toutes les planètes dont je vous parle, elles sont plutôt dans cette partie-là, elles sont assez faciles à voir parce qu'elles sont très jeunes.
Pour voir les Jupiters froides et encore plus les terres, vous voyez qu'il reste quand même quelque chose de encore plus une difficulté, non seulement parce qu'elles sont encore plus proches de leur étoile, donc vous avez toujours ce critère de séparation spatiale, mais aussi parce qu'elles sont encore plus faiblement lumineuses. Vous voyez qu'on a encore. Donc, comment est-ce qu'on fait en fait pour parvenir à cette image-là? C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, cette image-là, effectivement, c'est contrairement aux autres images que je vous montrais, cette image-là, ce n'est pas une vraie image. Cette image-là, c'est ce qu'on aimerait bien faire, c'est une simulation, mais ce n'est pas une vraie image. Comment est-ce qu'on arriverait à obtenir cette simulation dans le futur? Comment est-ce qu'un jour, on arrivera à vraiment imager une exotère? Et donc pour ça, en fait, il y a deux processus qui sont un peu complémentaires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail exactement pourquoi est-ce qu'elles sont complémentaires, mais donc deux méthodes. C'est la première, ça serait du coup depuis l'espace, en utilisant donc le successeur de Hubble et de James Webb. Pour le moment, on l'appelle Habitable World Observatory, donc l'observatoire des mondes habitables. Et donc, il serait prévu, on espère, d'essayer de l'envoyer après 2040. La difficulté technique en fait d'obtenir en fait cette occultation, donc là vous voyez ce qu'on espérait voir, donc là quand la planète qui est tout au centre, là c'est la Terre, elle fait du coup un tour en un an, voilà. Et pour obtenir la difficulté technique est telle en fait que pour le moment on n'a pas encore commencé à construire l'instrument, on a estimé en fait qu'il fallait encore beaucoup d'années de R&D en fait juste pour améliorer les coronographes. Donc c'est une mission en fait qu'on a mis en attente en disant en fait, il y a 20 ans, on a dit on va essayer de la construire, et puis il y a 20 ans, ça s'est arrêté parce qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas capable de le faire. C'était trop difficile de faire ce type de détection. Et puis là, du coup, on a recommencé en disant ok, mais pendant une dizaine d'années, mettons vraiment le paquet sur la R&D pour vraiment se donner les outils techniques, technologiques, de manière à parvenir à cette image dans les années 2040. Et en Europe, il y a un autre instrument en fait qui est en construction, donc lui qui est au sol et qui n'arrivera peut-être pas au même niveau de contraste, mais qui va permettre vraiment une très très bonne résolution, d'aller voir des objets beaucoup plus proches de leur étoile, parce que c'est beaucoup plus grand et c'est le Extremely Large Telescope européen. Donc c'est un télescope qui est environ 5 fois plus grand que le plus grand des télescopes actuels. Donc ça veut dire que le miroir primaire, donc là vous voyez à peu près la taille de l'estrade, ça c'est à peu près la taille du miroir primaire du plus grand télescope actuel, c'est 8 mètres, peut-être même un peu petit, c'est peut-être jusqu'au mur on va dire, 8 mètres, voilà. Donc ça c'est le plus grand télescope actuel, c'est le télescope du Very Large Telescope ou du Gemini, ce que je vous montrais tout à l'heure. Celui-là du coup le miroir primaire, juste le miroir, va faire 40 mètres de diamètre. Voilà, donc il va être extrêmement grand, et ça, un énorme miroir, ça va nous permettre en fait de résoudre des détails qui sont beaucoup plus fins qu'avant. Voilà, donc ce télescope, il est en construction, il avance. Vous voyez que ça avance doucement, là, entre fin 2023 et fin 2025, ça avance, mais c'est toujours en construction. On espère avoir la première lumière de ce télescope-là avant tout début de la décennie prochaine, 2030. Parce que après, du coup, avoir fait ça, il va falloir installer le miroir. Et puis, il y aura sans doute plus d'une année en fait, de calibration et d'alignement pour réussir à faire marcher une bête comme ça, parce que c'est une cathédrale, c'est littéralement la taille d'une cathédrale. Et pour que vous cherchez en fait à aligner quelque chose d'une cathédrale, sauf que les miroirs eux-mêmes doivent être alignés beaucoup plus finement que le micron. Donc, vous voyez que ça va être une difficulté assez énorme en fait pour réussir à faire marcher les systèmes optiques pour ce télescope-là. Voilà. Et donc ce télescope-là va permettre du coup en particulier à l'Europe et en particulier à la France qui est très impliquée dans la construction de l'ELT d'obtenir en fait des images extrêmement bien résolues d'autres systèmes et en particulier du coup d'imager l'exoplanète. Il y a au moins 3 ou 4 instruments, ou 5, en fait, la plupart même des instruments de l'ELT auront des coronographes, en fait, pour profiter de cet énorme miroir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire une fois qu'on aura cette image? Puisque juste une image de l'exotère, en fait, c'est pas la fin du jeu, en fait, c'est le début, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on aimerait bien, nous, c'est vraiment analyser en fait la lumière en fait qui nous en parvient. Donc un peu comme on le fait actuellement sur les transits. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est allumer la lumière réfléchie des planètes et du coup, ce qui nous permettrait en fait de détecter, d'avoir ce genre de spectre. On aimerait bien en fait après en fait en déduire des signes d'habitabilité donc là pas seulement la présence d'eau, mais aussi la présence d'une vie sur cette planète-là.
C'est vraiment l'objectif de ces deux télescopes, Habitable World et le LT, c'est vraiment essayer d'arriver à trouver une trace de vie sur ces planètes-là. Alors, une fois qu'on a un spectre, en fait, avoir de l'eau, ça suffit pas du tout, parce que il n'y a rien qui dit que toutes les planètes avec de l'eau ont de la vie. En fait, on n'en sait rien. C'est vrai dans le système solaire, mais c'est pas du tout. On ne sait pas si c'est vrai ailleurs. Et en particulier, en plus, seulement la lumière du spectre n'est pas forcément quelque chose de très suffisant. En plus, il va y avoir des gros problèmes de simulation de la vie. Et ça, ce que je montre, c'est une image qui est faite par des chercheurs qu'on appelle des exobiologistes. Donc, c'est des gens qui commencent à réfléchir à comment serait la biologie sur d'autres planètes. Et là, ce que je montre ici à gauche, c'est la composition de l'atmosphère terrestre en fonction du temps. Donc, vous voyez qu'on parle en milliards d'années. Donc là, c'est maintenant. Et puis là, vous avez 4 milliards d'années. Pendant toute cette période-là, la Terre est habitable, la Terre est habitée pendant cette période-là. Ça fait plusieurs milliards d'années que la Terre est habitée. Donc, bien sûr, les humains, ils sont là. Mais pendant toute cette période-là, en fait, il y a de la vie sur ces planètes-là. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le spectre, la lumière, les couleurs, en fait, des planètes qui nous parviennent, en fait, à ce moment-là, sont en fait très différentes, en fait. En fait, on ne sait pas à quoi ressemble le spectre d'une étoile habitée, d'une planète habitée, parce que quand bien même la nôtre, en fait, on sait qu'elle a varié de manière drastique en composition selon le moment où elle a existé. Voilà. Et vous voyez d'ailleurs que la vie elle-même peut avoir une influence sur ce spectre. Ce gros croisement là que vous voyez, qui est très très violent là, avec le carbone dioxyde qui commence à diminuer énormément et l'oxygène qui augmente énormément. Ça, c'est dû c'est la catastrophe de l'oxygénation, je crois qu'on appelle ça. Donc pour nous, c'est pas gênant, parce qu'on est très content de la catastrophe de l'oxygénation, parce qu'on respire de l'oxygène. Mais en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a une bactérie qui s'est mise à respirer du dioxyde de carbone et à relâcher de l'oxygène, et du coup, qui a fait que, en fait, elle a changé drastiquement en fait la composition de l'atmosphère à ce moment-là, et ce qui a mené à une extinction de masse. Donc, c'était pas génial pour ceux qui vivaient à ce moment-là. Mais voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que non seulement le spectre de la planète peut être très différent, mais il peut être aussi influencé par la vie elle-même. Donc ça, c'est ce que vous voyez là, en fait, c'est aussi le résultat du fait qu'elle est habitable. Et c'est aussi, par exemple, des choses comme ça qu'on chercherait. Donc on n'y est pas encore du tout. Je vous ai dit, on n'a encore pas du tout la première image d'une exotère, on n'a pas encore le premier spectre d'une exotère. Donc là, vraiment, ce qu'on chercherait, ça serait potentiellement des effets qui seraient indicateurs de choses qui seraient détectables et qui pourraient nous donner une indication de la vie. Ici, ce que je vous montre, c'est la composition en CO2 à travers le temps. Donc vous savez, le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Et donc, effectivement, ce que vous voyez ici, là, qui monte, c'est ce dont on entend beaucoup parler, c'est l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, qui a fait tendance à faire augmenter la température aussi. Voilà. Là, aujourd'hui, parce que moi, je ne suis pas climatologue, ce dont je voudrais vous parler, c'est les variations. Ces variations saisonnières. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a des variations saisonnières? C'est parce que, en fait, la teneur en CO2 a tendance à diminuer au printemps lorsqu'en fait les feuilles poussent. Donc, ce qui veut dire que les feuilles poussent, ça veut dire que les arbres en fait vont capter le CO2 pour le fixer dans les feuilles. Et puis, le contraire se place à l'automne, quand en fait les feuilles tombent, du coup se décomposent et relâchent du CO2. Et donc, en fait, la variation saisonnière dans un hémisphère du CO2 est une indication de la présence de biologie végétale, en fait. Voilà. Donc, ce genre de choses, pour le moment, on ne saurait pas l'expliquer par autre chose que de la vie sur Terre. Si on arrive à détecter ce genre de choses, une molécule qui varie de manière saisonnière, ça pourrait nous donner des indications de vie. Et finalement, du coup, de manière un peu plus aussi... d'autres choses qui pourraient nous intéresser aussi, c'est en fait, donc c'est un papier qu'on a sorti l'année dernière qui s'appelait « Comment détecter des arcs-en-ciel sur les exoplanètes ». Alors, c'est un peu provoque, mais oui, non, il y a quand même une idée que, en fait, l'information, selon vous le détectez à différents endroits, différents endroits de la réflexion, vous voyez qu'en fait, là, c'est la partie qui est bloquée, mais en fonction de la lumière qui se réfléchit sur la planète et qui revient vers vous, si vous l'observez à un certain angle, et ça, vous le savez, les arcs-en-ciel ne se montrent qu'à un certain angle de la réflexion à travers la pluie, voilà. Ça pourrait potentiellement vous dire, si vous arrivez à détecter ici, à détecter en fait des effets dus à la diffraction à travers de l'eau qui coule. Alors c'est un petit peu compliqué, mais plus simplement, en fait, quelque chose aussi qu'on pourrait imaginer de trouver, c'est ce qu'on appelle des ocean glitz, qui est en fait la réflexion du soleil sur les océans. Et donc là, je vous le montre à partir de ça, c'est des vraies images qui ont été prises par un satellite. C'est la grosse tache blanche que vous voyez.
Pardon, on va attendre qu'il fasse jour. Voilà, on la voit là, elle traverse l'Afrique, et puis là, elle est là. Voilà. Donc ça, ce que vous voyez, en fait, c'est la réflexion du soleil sur l'océan. Et ça fait un système, quelque chose qui est assez particulier à détecter. Et donc, en fait, ça nous permettrait de pouvoir, en fait, imaginer la présence d'eau liquide, de surface importante d'eau liquide à la surface de ces exoplanètes. Et en particulier, ce qui est intéressant, alors je vous montre un petit exemple. J'ai pris ça pendant mes vacances en Bretagne. Cet Ocean Glint, en fait, il a la faculté d'être très polarisé. Alors, sans rentrer dans le détail de ce qu'est la polarisation, vous avez sans doute déjà vu des lunettes à verre polarisé. Et vous voyez en fait que cette Ocean Glint, cette réflexion sur l'océan, donc ce qui est intéressant de regarder ici, c'est ces choses-là, vous voyez, qui, selon si je les mets ou pas dans la direction du polariseur, en fait, ont tendance à disparaître. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris aussi que les lunettes à verre polarisé sont interdites dans les concours de pêche, parce que ça permet de voir à travers l'eau. Voilà. Et donc, voilà, le fait d'avoir une information polarisée en fait sur la lumière qui nous parvient nous permettrait potentiellement d'identifier des réflexions sur des surfaces. Voilà. Je suis pas du tout exobiologiste du coup. C'est des pistes en fait d'idées qu'on a actuellement de recherche qu'on fait actuellement sur la potentielle détection de vie sur une exoplanète une fois qu'on aurait une information de couleur, une information de détection. Voilà. Je vais conclure du coup ma présentation aujourd'hui, du coup, pour vous dire un petit peu du coup là où on en est actuellement. Donc là, c'est les instruments qu'on a construits actuellement. Donc ça a commencé depuis une vingtaine d'années maintenant avec ces télescopes au sol. Donc le Very Large Telescope. Donc ça ici, c'est JWST, donc James Webb, Hubble. Voilà. Et puis actuellement VLT. Et puis nous, ce qui va arriver dans les années qui arrivent, là, c'est le télescope Roman. Donc je n'en ai pas parlé, mais c'est un télescope sur lequel je suis pas mal impliqué aussi et qui va mettre un coronographe. Et puis Hubble. Et puis dans l'espace Habitable World, au sol l'Extreme Large Telescope. Et puis dans l'espace Habitable World Observatory. Et ici en fait, c'est la différence en fait de flux lumineux en fait qui reste à faire. Vous voyez qu'actuellement on est sur des planètes qui sont environ 1 million de fois moins brillantes que leurs étoiles, et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est 10 milliards. Voilà. Je voulais finir, du coup, pour cette échelle, en fait, de ce qui nous reste à faire. Donc ça, c'est là où on était il y a une quarantaine d'années. Là, maintenant, on arrive à faire des effets. Vous voyez ici qu'on avait 500 unités astronomiques. Maintenant, l'échelle, c'est 5 unités astronomiques. Donc, on a réussi à être beaucoup plus près de l'étoile qu'on était avant. C'est la même étoile, là. Nous, ce qu'on veut, c'est encore gagner, passer de 5 unités astronomiques à 1 unité astronomique. Donc encore gagner en résolution, encore gagner en termes de contraste pour vraiment parvenir à cette image d'une exotère d'ici, on l'espère, la fin de la décennie 2040. Voilà, je vous remercie.